Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, fonds de distribution, fonds de capitalisation, quelle différence et puis surtout vers lequel faut-il se tourner? L'un distribue les revenus, l'autre les réinvestit. Deux fiscalités bien distinctes mais également deux stratégies patrimoniales opposées. Pour mieux s'y retrouver, deux experts du sujet nous accompagnent. Guillaume Lucchini, associé fondateur de Scala Patrimoine, société de conseil en stratégie patrimoniale, est avec nous. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci d'être avec nous. Marc Guittet nous accompagne également. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du directoire de 123 IM, société de gestion indépendante spécialisée dans le capital, investissement et l'immobilier, c'est ça? C'est ça. Merci beaucoup de nous accompagner également, Marc Guittet. On va commencer par vous, d'ailleurs. Peut-on commencer donc déjà, j'ai donné une très fine définition, est-ce qu'on peut commencer déjà par définir ce qu'est un fonds de distribution et un fonds de capitalisation? C'est la bonne définition d'ailleurs. Un fonds de distribution, comme son nom l'indique, c'est un fonds qui va avoir pour objectif de récupérer les revenus de son portefeuille d'actifs et d'avoir pour objectif de les rendre aux porteurs de parts, c'est-à-dire de les distribuer trimestriellement, semestriellement, annuellement aux différents porteurs de parts du fonds. A contrario, un fonds de capitalisation, il va avoir pour objectif de conserver ces revenus de ses actifs, générés par ces actifs, et de les réinvestir dans la même stratégie. Donc, typiquement, les revenus, ça consiste en quoi? Ça peut consister en des dividendes quand vous avez des sous-jacents qui sont des actions, des coupons quand vous avez des obligations, des loyers quand vous avez de l'immobilier sous-jacent. Et donc, ces loyers, ces coupons, ces dividendes, ils vont les réinvestir en actions, en immobilier ou en nouvelles obligations. Donc on a deux stratégies bien distinctes, une plutôt court-termiste, l'autre plutôt long-termiste, c'est un peu ça, c'est-à-dire un où on cherche un complément de revenus, l'autre où on cherche à investir sur le plus long terme. Alors, ce serait un peu ça pour simplifier? C'est exactement ça. Ça répond à deux objectifs qui sont différents. Effectivement, quand vous allez choisir un fonds de distribution, vous avez pour objectif de générer pour vous un revenu complémentaire, c'est-à-dire de tirer les fruits de votre investissement régulièrement, alors que dans un fonds de capitalisation, il y a un phénomène d'accumulation du capital, et donc vous cherchez à générer du capital supplémentaire sur une durée plus longue. Ok. Guillaume Lucchini, est-ce que la majorité des fonds sur le marché, ils sont disponibles dans ces deux versions? C'est vrai que c'est ça qu'on se pose aussi comme question. Voilà, est-ce qu'on peut choisir la distribution, la capitalisation sur tous les fonds? Oui, effectivement, le principe même, c'est que quand vous achetez une part, donc déjà, il y a trois types de parts. Il y a ce qu'on appelle la part institutionnelle, qui est réservée à certains montants. Vous avez la part retail, qui est la part plutôt grand public. Et vous avez maintenant la part clean share, qui est un peu un entre-deux, qui est l'équivalent de la part institutionnelle pour une clientèle retail. Et après, une fois que vous avez choisi cette typologie de part, derrière, vous avez un sous-jacent qui est effectivement ce que disait... Marc, j'ai oublié ton prénom. J'étais nubilé par les voitures de collection avant. Et ce que disait Marc, c'est qu'effectivement, soit je suis en distribution ou capi, donc C ou D. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai le choix quand je fais ce type d'option. Après, la question qui se pose, c'est dans quelle enveloppe je le mets? Parce qu'au final, la capi et la distribution, c'est bien si je suis en direct, c'est-à-dire essentiellement sur la partie compte-titre. Parce qu'après, dès que j'ai une enveloppe fiscale qui va s'interposer de type PEA, assurance vie, contrat de capi, finalement, la notion de capitalisation ou de distribution est un peu moins efficiente puisque ma fiscalité à ce moment-là va être celle du contrat et donc du coup, je vais avoir une neutralité fiscale sur cette partie-là. Donc en fait, mais là, on est sur le contrat, c'est quelque chose de différent. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, dans un premier temps, si je choisis le fonds, effectivement, capi ou distri, et ce que disait Marc, effectivement, c'est de se dire qu'en fonction de ma stratégie patrimoniale, je vais avoir deux stratégies différentes. La première, je suis plutôt dans une logique de réceptionner des revenus, notamment pour un complément de revenus. On pense notamment à des gens qui sont à la retraite ou des gens qui ont effectivement un changement d'activité et qui ont un besoin finalement de revenus à une certaine date. Et c'est là où les revenus peuvent être trimestriels, semestriels, donc ça dépend effectivement de la distribution qui est faite par cette unité. Et puis de l'autre côté, j'ai effectivement la capitalisation qui a un effet qui est de se dire je vais reporter finalement la réception de ces fonds à une date ultérieure qui peut correspondre effectivement à 5, 10, 15 ans au moment de la retraite. Une date ultérieure justement, Marc Guittet, est-ce qu'il y a un nombre d'années précis? C'est-à-dire, est-ce qu'on se dit par exemple, c'est à partir de 10 ans qu'il faudrait plutôt partir sur un fonds de capitalisation? Voilà, comment vous conseillez les clients qui viennent vous voir? C'est-à-dire, si moi j'ai une stratégie à 6, 7 ans, à 10, 15 ans, à 20 ans, il y a aussi ça, il y a une question d'années aussi? Alors, pas nécessairement. Il y a effectivement
des enjeux personnels qui peuvent guider sur l'une ou l'autre des options. Mais il n'y a pas forcément de durée cible pour telle ou telle part. On a des fonds de distribution qui sont des fonds relativement courts. On a des fonds de capitalisation qui sont courts également, d'autres qui sont longs. Donc, on n'a pas nécessairement une part qui correspond à une typologie d'investissement sous-jacent. Ce qui est certain, c'est que pour pouvoir proposer des fonds et des parts avec des parts de distribution, notamment dans le capital investissement qui est notre spécialité, on va avoir besoin de sous-jacents qui génèrent du rendement. Effectivement, quand vous avez des immeubles, vous avez des loyers. Quand vous avez des obligations, vous avez des coupons. Quand vous avez des actions, c'est plus incertain si vous arrivez à avoir des dividendes ou pas. Et donc, les instruments qui génèrent du rendement sont naturellement des investissements qui, en général, sont relativement longs. Quand on fait un investissement obligataire, on fait rarement un investissement obligataire à 12 mois. C'est plutôt des sujets à 5-6 ans. L'immobilier, c'est toujours relativement long. On parle plutôt d'une dizaine d'années. Les infrastructures, on parle de 15-20 ans. Donc, les investissements sous-jacents qui génèrent du rendement et permettent des coupons... Donc, plus longs, mais qui rapportent plus. Relativement plus longs. Voilà. Dans les faits, Marc Guittet, quel type de fonds sont plus plébiscités aujourd'hui par les Français ? Alors, je vais parler du domaine que je connais particulièrement, le capital investissement. Sur le capital investissement, on a une demande assez forte sur les parts de distribution pour une raison relativement simple, c'est que sur cette matière du capital investissement, qui est une matière liquide, vous avez besoin en tant que client d'avoir une forme de perception de la rentabilité de votre investissement. Donc, il y a un aspect psychologique qui est important de se dire, je tire les fruits de mon investissement, qui est un investissement relativement long, et donc, ça me permet de vérifier que l'investissement se passe correctement. Donc, il y a un sujet psychologique, encore une fois, qui fait que les fonds de distribution sont relativement plébiscités. Et il y a un deuxième aspect qui est que sur cette matière du capital investissement, la clientèle est en train d'évoluer. Aujourd'hui, les patrimoniaux sont à la recherche de ce type de classe d'actifs. Et eux, ce sont des gens qui ont des problématiques de génération de revenus complémentaires et donc aiment ce sujet de distribution. Guillaume Lucchini, donc on est d'accord, deux stratégies distinctes, opposées, qui s'accordent aussi avec le profil du client, évidemment. Surtout, parce qu'effectivement, on parle de la question du besoin, c'est-à-dire est-ce que j'ai un besoin de revenus immédiat ou différé, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est surtout la situation fiscale du client, et puis aussi le montant qu'il va placer. Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans un système de capitalisation, l'impôt que vous différez, finalement, il va se capitaliser avec le temps. Donc plus je suis sur une capitalisation avec un horizon de temps qui est long, et plus j'ai une assiette finalement d'investissement qui est importante, et plus l'effet fiscal est intéressant avec de la capi. Et c'est là où effectivement j'ai plutôt tendance à avoir de la capi avec un sous-jacent action, qu'avoir de la capi avec un sous-jacent qui est obligataire. L'obligataire, effectivement, par rapport au rendement, je vais avoir un effet qui fait que si j'ai de la distribution, c'est pas très très grave. Mais ça, effectivement, c'est le profil du client qui va nous le déterminer. Combien il met, quel placement, quel horizon, quelle est sa tranche marginale d'imposition. Donc il y a quand même un travail finalement de vraie gestion de patrimoine avant d'avoir le prisme financier côté gestion qui doit être abordé pour définir effectivement quel est le besoin du client. Parce que sa fiscalité va jouer beaucoup dans l'opération. On sait qu'aujourd'hui, c'est la fiscalité du client qui va nous faire prendre telle ou telle direction. Et j'en parlais au tout début, c'est de se dire, est-ce que finalement, ce type de fonds, je le prends en direct, dans du compte titre, et donc du coup, alors si je suis dans de la distribution, je vais générer de l'impôt chaque année, ou est-ce qu'au final, je ne vais pas commencer à avoir des réflexions un peu plus patrimoniales, où finalement ces fonds, je peux les avoir dans des contrats d'assurance vie, là cette fois-ci avec une logique de transmission, parce que effectivement ces fonds vont être transmis à des héritiers, à des bénéficiaires qui vont bénéficier effectivement du cadre fiscal de l'assurance vie, ou est-ce que de l'autre côté, effectivement, si je suis dans de la CAPI, est-ce que j'ai pas intérêt d'être dans du PEA, parce que le PEA, c'est quand même parfait pour ça. Si on fait de l'action, c'est quand même la meilleure enveloppe, même si on a des enveloppes qui sont limitées, c'est quand même des enveloppes qui sont particulièrement intéressantes, parce que cette fois-ci, l'impôt, passé 5 ans, on n'a plus d'impôt sur le revenu, on a de la CSG. Donc, le prisme patrimonial, aujourd'hui, pour moi, ça doit être le premier filtre qui doit être positionné, qui est de se dire quels sont les besoins du client, son profil de risque, son horizon, donc tous ces éléments doivent être marqués sur le papier.
À partir de là, forcément, votre cahier des charges va différer en fonction des résultats obtenus. Vous avez parlé de la fiscalité aussi, Marc Guittet, Guillaume Lucchini, pardon. C'est quelque chose qui rentre en compte, c'est un critère de sélection aussi sûr. quand on choisit entre un fonds de distribution et un fonds de capitalisation. Parce qu'on n'en a pas parlé. Quelle fiscalité s'applique, je ne sais pas, Marc Guittet, si vous voulez répondre à cette question, quelle fiscalité s'applique sur un fonds de distribution, un fonds de capitalisation? Alors, dans la plupart, il y a plein de réponses à cette question. Dans la plupart des fonds français, il y a une forme de transparence fiscale qui fait qu'on va d'abord s'intéresser aux sous-jacents, de savoir le revenu qui est distribué, d'où il provient. La fiscalité, elle a été relativement homogénéisée avec le PFU. Et donc, aujourd'hui, vous avez assez peu de différence entre des distributions qui proviendraient de dividendes ou des distributions qui proviendraient de coupons d'obligations, par exemple. Parce que vous avez le PFU d'un côté pour les dividendes, le PFU ou l'option avec l'abattement de 40% si la distribution provient de coupons d'obligations. Donc, ça a été relativement harmonisé. Ce qui fait d'ailleurs aujourd'hui que même pour une détention en direct, l'arbitrage, il n'est plus aussi clair en termes de fiscalité qu'il pouvait l'être il y a encore 5 ou 10 ans, parce que là, il y avait un arbitrage entre des revenus qui revenaient dans votre revenu imposable ou de la plus-value qui était relativement en faveur de la capitalisation. C'est ce qui fait d'ailleurs que les fonds de distribution connaissent cet essor-là, en tout cas pour la partie capital investissement, où il n'y a plus cet arbitrage de fiscalité. Donc, la fiscalité, elle est relativement homogène aujourd'hui, quel que soit le support sous-jacent du véhicule qu'il distribue ou qu'il capitalise. Sachant qu'il y a quand même un point important, et ce que disait Marc est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'effectivement, depuis la mise en place du PFU, donc cette fameuse flat tax à 30%, on a finalement optimisé tout ce qui est perception de dividendes, tout ce qui est perception effectivement de revenus comme ça, parce qu'effectivement, on n'est plus dans la tranche marginale d'imposition. Pour autant, les clients peuvent faire l'option. Et là, il faut faire attention, parce que beaucoup de clients aujourd'hui, quand ils font l'option à l'IR, il faut savoir que l'option emporte sur tous les revenus mobiliers. C'est-à-dire que je ne peux pas choisir un compartiment en disant, voilà, je veux du PFU sur telle partie parce que je trouve ça intéressant, et de l'autre côté, je veux de l'IR. Voilà, quand je fais l'option, il y a tout qui passe à l'IR. Donc, il faut vraiment, là aussi, c'est là où je vous dis que la fiscalité prend tout son sens. C'est là où il y a un vrai choix à faire, et ce choix doit être réfléchi en prenant finalement une appréhension de la globalité des revenus du patrimoine pour savoir si effectivement l'option est intéressante ou pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la flat tax, c'est ce qui nous a permis effectivement d'avoir des stratégies un peu plus efficientes sur tout ce qui est compte-titre, parce qu'à l'époque, le compte-titre, on était quand même sur la tranche marginale, et tous les clients avec un certain revenu, il n'y en a aucun qui privilégie le compte-titre. Alors que maintenant, le compte-titre peut être vraiment efficient, notamment dans cette logique de distribution, d'autant plus que, à l'inverse finalement d'un contrat de capi ou un contrat d'assurance vie, l'enveloppe, elle, a des frais de gestion, ce que le compte-titre n'a quasiment pas. Donc là aussi, il y a une notion de performance et de gain qu'il faut mettre en rapport en fonction des frais du contrat. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Guillaume Lucchini, associé fondateur de Scala Patrimoine, Marc Guittet, membre du directoire de 1, 2, 3 IM. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouvez Nicolas Pagnès à la présentation de ce rendez-vous. J'ai été ravie de le remplacer aujourd'hui. À très vite sur Bismart. Très bonne journée à tous.